Le 22 juillet 2011, la Norvège, pourtant connue pour son calme et sa tranquillité, va plonger dans une horreur sans nom. Ce jour-là, un homme va orchestrer le pire attentat que la Norvège n'ait jamais connu. Cet homme, c'est Anders Breivik, et je vais tout de suite vous raconter son histoire. C'est parti. Salut, je vous préviens d'avance, cette histoire est très difficile à entendre. J'en ai parlé il y a pas longtemps dans une vidéo où je vous faisais mon top 10 de films, puisque l'un des films que je conseille dans cette vidéo retrace parfaitement l'histoire d'Andrés Breivik. Le 22 juillet 2011, à 15h25, une explosion retentit au cœur d'Oslo, la capitale norvégienne. Une bombe placée dans une voiture piégée vient de dévaster entièrement le quartier gouvernemental. Le bâtiment du gouvernement, y compris le bureau du Premier ministre, est partiellement détruit. Le choc est total. 8 personnes seront tuées pendant l'explosion et plusieurs centaines d'autres vont être blessées. Et Dieu merci, il a fait ça à un moment où les bureaux étaient plutôt vides. Puisque comme vous le voyez, vu l'état des bâtiments, si les bureaux étaient pleins, le nombre de morts aurait été énorme. Mais ça, ce n'était que la première phase du plan de ce malade mental, puisque la journée ne fait que commencer. Pendant que les autorités se rendent dans le quartier gouvernemental, puisque je le rappelle, c'est nouveau pour eux, ils ne connaissent pas les attentats, ils n'ont jamais vécu d'attentats de si grande ampleur, donc c'est un peu la folie dans toute la capitale, mais en fait c'était une manière très intelligente de Breivik de concentrer toutes les autorités au même endroit pendant que lui partait à l'opposé commettre l'un des crimes les plus odieux qu'on puisse imaginer. L'île d'Utøya, un lieu paisible au cœur de la Norvège, est connue pour accueillir chaque été le camp de la Ligue des jeunes travailleurs, une organisation politique de jeunes militants affiliés au Parti travailliste norvégien. Et cet été 2011 ne fait pas exception, l'île d'Utøya va recevoir 600 jeunes adolescents âgés de 14 à 20 ans qui sont là, comme tous les étés, pour discuter, débattre, et faire des activités en plein air. Et comme c'est un camp affilié au Parti travailliste de Norvège, il y a aussi pas mal de politiques. On sensibilise les jeunes à la politique, où on parle de l'Europe, de l'évolution de la Norvège, de ce qu'on attend. Je trouve que c'est bien d'initier si jeunes à la politique. Mais vous l'aurez compris, cette tranquillité va très vite être brisée. C'est à 17h22 qu'un homme vêtu d'un uniforme de police va arriver sur l'île. Il prétend qu'il vient sur l'île pour protéger les enfants et pour leur expliquer ce qui s'est passé dans la capitale et leur donner des indications sur comment agir si quelque chose de grave se passait. Et ça semble logique, hein. Il y a un regroupement de 600 adolescents, il y a un attentat au cœur de la capitale norvégienne. Un policier arrive pour leur donner des conseils. Évidemment, personne ne se pose de questions. Mais ce que les adolescents ne savent pas, et même les encadrants du camp, c'est qu'en fait, le policier qui vient d'arriver sur l'île n'est nul autre qu'Andrés Breivik, l'homme qui vient de tuer les 8 personnes dans l'attentat à Oslo. Les jeunes, eux, vont lui faire confiance. L'uniforme, il joue beaucoup, hein. Quand on voit un policier arriver devant soi, eh bien, on le respecte et on écoute ce qu'il dit. On lui fait confiance les yeux fermés. Et donc, certains vont s'approcher, vont essayer de lui poser plein de questions, ils vont essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et là, sans aucun mot, sans aucun avertissement, Breivik va sortir son arme et tuer, comme ça, à bout portant, plusieurs enfants. Vous vous en doutez, ça fait un bruit énorme, on est sur une petite île dans un calme total, on entend des coups de feu et là, la panique va commencer. Les enfants vont commencer à courir partout, à essayer de se cacher dans le moindre endroit qu'ils puissent trouver. Et Breivik, lui, va commencer sa chasse à l'homme. Pendant plus d'1 heure, Breivik va marcher inlassablement, de façon très méthodique. Il va ratisser comme ça, en petits rayons, toute l'île, abattant le moindre enfant qu'il croisera sur son chemin. Certains vont essayer de se cacher derrière des rochers, d'autres vont plonger dans l'eau qui est absolument glaciale en Norvège, mais en fait rien ne sert, il les trouve tous, il les abat un par un, à chaque fois qu'il croise un enfant, il tire. Et la peur va commencer à devenir insoutenable pour la plupart des enfants et surtout beaucoup vont commencer à se dire que ça y est, c'est la fin pour eux. Breivik va les trouver et ils vont mourir ici, sur cette île. C'est donc à ce moment-là que beaucoup d'enfants vont commencer à envoyer des SMS de leurs proches qui sont absolument poignants. J'en ai des frissons. On va même, pendant le procès, en voir un où un enfant dit « Papa, je t'aime. Il tire sur tout le monde. Je ne sais pas si je vais m'en sortir. »
Malgré que les enfants essayent de se cacher partout et de trouver des recoins où ils pensent qu'ils seront en sécurité, ben non, en fait, Breivik est bien plus intelligent, il ne laisse aucun centimètre carré et il abat sans cesse. Il va finir par pénétrer dans la grande maison centrale de l'île, l'endroit où les jeunes se réunissent quand il fait un peu trop froid dehors, ou l'endroit où ils mangent. Il va se rendre compte qu'à l'intérieur, beaucoup se sont cachés. Et là, beaucoup de jeunes vont essayer de négocier avec lui, ils vont lui dire d'arrêter, qu'ils n'ont rien fait. Enfin voilà, ils vont essayer de négocier, ils vont essayer de sauver leur peau. Mais rien n'y fait en fait. Breivik ne veut rien entendre. Ce qu'il veut, c'est abattre tout le monde. Les secours, eux, ont été alertés très rapidement. Dès les premiers coups de feu, ils ont été alertés. Mais en fait, ils sont surbookés par cette histoire d'attentat au cœur d'Oslo. C'est un peu loin. Enfin voilà, il y a plein de problèmes. Ils sont hyper mal organisés. Vraiment, ils sont très mal organisés. Et en plus, une fois arrivés aux abords de l'île, le bateau est en panne. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Du coup, ça va mettre encore un temps fou pour qu'ils puissent se rendre sur l'île. Ils vont finir par arriver après que Breivik ait passé 72 minutes à tuer le maximum d'enfants possible. Breivik va se rendre sans résistance et il aura réussi à tuer 69 jeunes adolescents. C'est un carnage d'une ampleur inimaginable. Ce qui devait être une journée classique sur le camp d'Utoya s'est en réalité transformé en un bain de sang. Et je peux vous dire que quand les autorités vont arriver sur l'île et commencer à explorer un petit peu pour voir ce qui s'est passé, le choc va être total. C'est la toute première fois qu'un attentat d'une ampleur pareille a lieu en Norvège et encore pire sur des adolescents. Heureusement, il y a quand même malgré tout beaucoup de survivants qui vont commencer à sortir les uns après les autres. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand la police arrive, ils vont s'annoncer, ils vont dire que c'est la police, que les enfants peuvent sortir en toute sécurité. Mais en fait, les enfants n'y croient pas du tout. Pour rappel, Breivik, qui a assassiné tous leurs amis, lui-même portait un uniforme de police. Donc les enfants, il va falloir énormément les rassurer. Ça va mettre du temps avant qu'ils sortent tous de leur cachette. Mais ils vont tous sortir, enfin du moins tous ceux qui ont survécu à cette attaque. Et ils vont enfin pouvoir retrouver leurs proches. Il tirait sur tout le monde sans réfléchir. Je pense qu'il avait des problèmes. Mais la grande question qu'on se pose tous, c'est qui est cet homme? Qui est ce fameux Anders Breivik? Anders Breivik est né en 1979 à Oslo dans une famille séparée et durant son adolescence, il devient de plus en plus isolé, développant des idées extrémistes au plus haut point, notamment contre l'immigration et l'islam. Pendant plusieurs années, Breivik va préparer son plan, il va acheter des armes, des explosifs, il va même rédiger un manifeste de plus de 1500 pages dans lequel il va exprimer sa haine contre les politiques pro-immigration et ce qu'il appelle la menace islamique en Europe. Vous l'aurez compris, Breivik est totalement islamophobe et déteste tous ceux qui laissent les étrangers entrer dans son pays. 2083, une déclaration européenne d'indépendance. 1500 pages qu'il a rédigées pendant 9 ans, où il affiche notamment sa haine de la gauche travailliste, qui affaiblit l'identité norvégienne. Une sorte de testament politique parfois incohérent. À la page 1436, il écrit « Je serai perçu comme le plus grand monstre d'Asie jamais connu depuis la Seconde Guerre mondiale. » Et donc là, les enquêteurs vont comprendre un peu mieux pourquoi est-ce qu'il a attaqué tout ça. Il va attaquer évidemment le quartier gouvernemental, puisqu'il là-bas, il y a le bureau du Premier ministre et il le déteste au plus haut point. Et l'île d'Utoya, pour rappel, elle est reliée au camp des travaillistes norvégiens et c'est un parti qui prône l'immigration, qui n'a aucun problème avec ça et qui pense même que c'est quelque chose de positif. Leur politique d'immigration est plutôt souple et pour lui c'est impensable. Pour lui, il se dit que les 600 enfants qui sont là-bas vont être la cause prochaine de la perdition de la Norvège. Donc il faut tous les abattre. En 2012, le procès va s'ouvrir et là, ça va être un théâtre total. Il va se servir de la cour pour faire une sorte de propagande de ses idées extrémistes. Et à chaque fois qu'il va être vu, qu'il va arriver dans la cour, il va se présenter avec le bras tendu, un salut que nous connaissons tous très bien et nous connaissons tous l'origine de ce bras tendu en l'air. Évidemment, il ne va montrer aucun remords, il ne va jamais s'excuser pour ce qu'il a commis, il va même plutôt se dire fier de ce qu'il a fait et justifier ses actes comme un acte de défense et de sauvetage de la Norvège.
Le 24 août 2012, le procès va enfin se terminer et Breivik va être condamné à la prison à perpétuité avec une peine incompressible de 21 ans de prison. Ça paraît peu, mais on est en Norvège et là-bas, c'est la peine maximale. Seulement, il y a une petite différence, c'est qu'au bout des 21 ans, il va être entendu par des médecins, des psychiatres, qui vont décider si oui ou non il peut sortir de prison. Et honnêtement, j'espère qu'il va passer l'entièreté de sa vie en prison, puisque ce genre de personne, on le sait, ça ne change jamais d'idée. C'est pas possible. Enfin, j'en sais rien, je dis ça, mais parce que je suis sur le coup de l'émotion, mais il faut pas qu'il sorte, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Évidemment, la Norvège va être totalement secouée par ce qui vient de se passer. Les familles des victimes, les survivants, le pays tout entier va être plongé dans un deuil national. Mais au lieu de répondre par la haine, la Norvège a choisi de répondre avec solidarité et résilience. Encore une fois, ils montrent leur état d'esprit et ça me fascine. Les leaders norvégiens, tels que le Premier ministre de l'époque, je ne dirai pas son nom puisque je n'arrive pas à le dire, ont appelé à plus de démocratie et d'ouverture, refusant de laisser la haine s'emparer du peuple norvégien. Il va même, pendant un discours qui est diffusé dans toute la Norvège, dire ces mots « Nous répondrons à la haine par encore plus de démocratie, encore plus d'humanité ». Aujourd'hui, la Norvège se remet doucement de cet attentat et les 77 victimes sont souvent rappelées. Il y a souvent des commémorations, des marches pour la date de ce jour horrible. Ils ne sont pas oubliés. Vous l'aurez compris, ce 22 juillet 2011 restera gravé à tout jamais dans la mémoire des Norvégiens. Voici l'histoire d'Andres Breivik qui m'a beaucoup perturbé, mais je l'avais déjà dit encore une fois dans la vidéo sur les films. Je trouve cette histoire absolument atroce. Elle nous rappelle inévitablement le Bataclan. Hein. C'est ces gens enfermés et qui n'ont aucun moyen de s'échapper. Tout ça, c'est des choses qui me terrifient et qui me touchent particulièrement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, même si honnêtement, j'ai pas vraiment envie de dire ça. Je vous laisse commenter et liker cette vidéo. Partagez aussi, n'hésitez pas, et surtout vous abonner, ça me soutient énormément. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Surtout, prenez soin de vous. À demain.